Allez, c'est parti. Et puis, s'il y a des retardataires qui nous rejoignent en cours de route, eh ben, ils rattraperont la conversation. Ok, super. Alors, je vais reprendre les questions et pour que ce soit tout à fait juste, je vais les prendre dans l'ordre dans lequel je les ai reçues. Et donc, la toute première question que j'ai reçue, c'était de la part de vous, Valérie. Et alors, est-ce que c'est vous, parce que Valérie Mourgeon, est-ce que c'est la même Valérie que Valérie Rodriguez? Il faut activer le micro pour répondre. Vous m'avez dit, pardon, Marc-Antoine? Oui, il y a une question qui a été posée par Valérie Mourgeon. Est-ce que c'est vous? Non. C'est pas vous. Non, vous, c'est Valérie Rodriguez. Donc, Oui, vous, tout à fait. c'est à propos de votre site internet, c'est ça? Oui, exactement. Allez, ok, allez-y, posez votre question et donnez-nous le contexte. Alors en fait, moi j'ai une maison d'hôte en Dordogne avec 5 chambres et ce depuis 14 ans maintenant. Marc-Antoine en a déjà échangé, j'ai déjà suivi au dodo, enfin bon voilà. Je Ouais, suis elle m'en a chez déjà dit, ouais. Amenities. Je suis chez Amenities depuis le confinement, je crois, juste après le confinement. Avant, D'accord. j'étais chez ah mince, l'autre moteur de réservation connu dans le sud-ouest, c'est Réservite non, et Vivo? Eloa. Eloi. Ah bah c'était, Voilà. oui, j'étais le troisième que j'allais citer. Donc, je suis passée chez Amenities et j'ai fait faire mon site et mon moteur de réservation. Et là, depuis quelques semaines, pardon, j'ai refait faire mon site par un professionnel qui est en Bretagne, Fabien Ederland, pardon, D'accord. que vous devez connaître peut-être, non? Vous en avez entendu parler? Non, ça me dit rien du tout. Ah, ok, parce qu'il est affilié à certaines, enfin, il fait beaucoup de sites pour des chambres d'hôtes voilà, qui sont assez D'accord. connus. Bon, bref. Et du coup, je pensais que peut-être ça allait m'aider sur le printemps. Mon problème, c'est les ailes de saison, en fait, toujours pareil. Bien sûr. Et il y a des fois, ça démarre très très bien dès le mois de mars. Et là, depuis le confinement, j'ai de plus en plus de mal, en fait. J'ai refait une année normale l'an dernier. Et cette Ok. année, malgré un site internet qui est refait, je pense, dans les règles de l'art, avec le moteur de réservation Amenities, et ben, j'ai fait un mois d'avril catastrophique. Donc, je suis Ok. inquiète, Alors, il y évidemment, a, comme à chaque début de saison. bien sûr. Alors, pour être tout à fait franc, la tendance de fond, à part des exceptions, la tendance de fond pour ce début de saison, c'est pas bon. Mais c'est pas bon pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de régions. Alors, je pense il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Il y a, je pense, globalement une météo qui a été exécrable et un hiver qui n'en finit pas. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'exploite aussi, je ne sais pas si Michel, tu avais suivi d'ailleurs, mais tu sais, j'ai repris Marinier et j'exploite en gîte tant que je suis à l'étranger. Non, je Donc, savais en fait, pas. voilà, bon, bah, j'ai repris une propriété en fait dans la Sarthe et comme mon épouse et moi, on habite à l'étranger en ce moment, on est en Espagne, une grande maison, ça s'entretient et donc pour l'entretenir et pour la conserver, on l'a complètement rénovée, on l'a mise en gîte et donc je l'exploite, j'utilise Amenities aussi. Et on a fini les travaux avant l'été dernier, on a fait une bonne saison globalement l'année dernière alors qu'on n'avait pas de référencement, on n'avait pas encore d'avis, etc. Mais c'était plutôt pas trop mal. Et voilà. Et donc, ouais, là, le démarrage est très lent. Donc, pour moi, il y a plusieurs éléments, en France en tout cas, à prendre en considération. La météo qui n'en finit pas d'être mauvaise et on sort à peine de l'hiver et les gens commencent maintenant, avec les quelques rayons de soleil, à penser à leurs vacances. La deuxième, c'est le climat social qui est quand même relativement morose en France. Et la troisième, c'est les Jeux Olympiques qui ont un impact plutôt négatif, contrairement à ce qu'on aurait pu anticiper, sur le tourisme en France. Lié globalement à l'image de Paris, mais comme Paris est la porte d'entrée en fait de la France, ça malheureusement joue un impact, enfin ça a un impact négatif sur la destination de France de manière générale. Donc ça c'est la première chose à prendre en considération. La deuxième chose à prendre en considération, c'est que vous avez refait votre site. Donc il y a un élément qui a changé, c'est votre site internet. Il faudrait vérifier que vous n'ayez pas perdu en référencement lorsqu'ils ont fait la migration de votre ancien site vers le nouveau site. Est-ce que vous avez pu faire ces vérifications? Alors, ce qui est difficile, c'est que en fait, à présent, avant, j'étais sur Google My Business et maintenant, je suis sur Matamo Ok. pour l'analyse du site. Et Alors, du coup, j'ai pas d'historique. alors il y a confusion entre plusieurs choses. L'analyse du site, ça se fait avec Google Analytics et Google Search. Donc ça, sont deux outils qui permettent d'analyser la performance du site
en particulier son référencement, ça permet de voir d'où vient le trafic, quelles sont les pages qui sont les plus visitées, combien de temps les gens restent sur le site, ce genre de choses. La page Google My Business, ça c'est quelque chose dont vous êtes toujours propriétaire, et ça c'est ce qui apparaît à droite lorsqu'on fait une recherche dans Google sur un ordinateur. Il y a une page qui généralement apparaît sur la droite. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer ce que c'est qu'une page Google My Business si vous ne voyez pas ce que c'est. Hop. Alors, attendez, hop, je fais ça. Voilà. Donc, je vais partager mon écran et vous allez me dire quand vous le voyez. Ok, dites-moi quand vous voyez mon écran. C'est bon. Ok, bon. Vous voyez, j'ai fait une recherche sur le château de Marigny et vous voyez ça à droite, là, c'est ma page Google My Business. Ok, avec, vous voyez les différentes reviews qui sont là. Parfois, il y a des OTA, des liens vers les OTA et le site direct qui apparaît, numéro de téléphone, les photos, etc. Ça, c'est votre page Google My Business. Vous avez totalement la main dessus. Okay, vous pouvez répondre aux commentaires, vous pouvez changer les photos, vous pouvez mettre à jour les informations de contact, le lien vers le site internet, etc. C'est clair pour tout le monde, ça? Parfait. Parfait. OK, super. Oui, Anthony, le site web, hop, il est là, je te l'envoie. Alors, je fais partie des cordonniers mal chaussés, hein, je le sais. Il y a plein de choses que je veux modifier sur le site internet, mais j'ai pas le temps. Donc, ne m'en voulez pas, mais c'est pas celui que je prendrai en exemple pour certaines choses. Il y a des choses qui sont bien faites, mais pour certaines choses, il y a des choses qui sont manquantes. Mais j'ai pas beaucoup de temps à y dédier, malheureusement. Après, Valérie, pour Google Analytics et Google Search, vous tapez dans Google Analytics et vous faites connexion et vous allez vous connecter, vous allez voir. Puisque vous avez fait reprendre votre site par une agence, il faut leur poser la question. OK. D'accord? C'est la première chose que je ferais, c'est vraiment aller leur poser la question, est-ce qu'ils ont bien fait la migration, pour garder en fait l'historique du référencement, et il faut leur demander un rapport. Hein. Normalement, ils ont fait ce qu'on appelle des migrations, c'est-à-dire que par exemple, si vous aviez une page qui s'appelait mondehotel.com/les chambres et que dans le nouveau site, c'est le même lien, le référencement va être conservé. Mais si pour une raison X ou Y, ils ont changé cette URL et maintenant c'est les chambres-plaisir, je dis n'importe quoi, voilà, Anthony Murray, c'est ce qu'on appelle une redirection 301. Est-ce qu'ils les ont faites correctement? Ça, c'est une question qu'il faut leur poser. Oui, mais tout à fait, la migration, elle a été faite, totalement correctement. Mais je ne sais plus vous expliquer la raison pour laquelle Google My Business n'a pas été, reconduit. Il m'a transféré sur un site ça vous parle, Matomo? Non, ça ne me parle pas. Ah. Ça, c'est un site d'analyse, en fait, d'une page, d'un site web. De la même façon Google My Business, ce n'est pas un site d'analyse. OK, rappelez-moi, c'est quoi le nom de votre propriété? La Maison de Léopold. OK, la Maison Léopold. Donnez-moi le nom du village ou de la ville? Dordogne, Terrasson. Terrasson, vous l'écrivez comment? T-E-2-R-A-2-S-O-N. OK. OK, je vais repartager mon écran. Ne bougez pas. Hop. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. OK. Votre page Google My Business, elle est là? Ouais. Oui, tout à fait. Elle est ici. Donc là, vous y avez accès, il n'y a aucun souci. Donc, si vous voulez accéder à cette page Google My Business, ici, vous tapez Google My Business et vous cliquez sur Login. Vous allez arriver sur ces pages-là et ici, alors là, je n'ai pas Google My Business de setup sur ce compte-là, mais si j'avais Google My Business de setup sur ce compte-là, vous suivez juste les étapes, vous allez pouvoir vous connecter et accéder à Google My Business. Mais Google My Business, ce n'est pas de l'analytique. Si vous voulez de l'analytique, au lieu de faire Google My Business ici, vous taperez Google, non pas Google Analytics, j'en perds mon latin à Google Search Console, si, Google Analytics. Vous tapez Google Analytics, et vous tapez et vous cliquez sur analytics.google.com et vous suivez les étapes et ça va vous donner accès à Google Analytics. Et après, si Google Analytics n'a pas été set up pour votre nouveau site internet, il faut absolument le faire.
Non, non, mais vous avez raison. Là, je suis sur Google Analytics. En fait, je suis sur la vue d'ensemble. Effectivement, Oui. à avril 2024, je vois le nombre de vues et d'interactions avec Ah, ma fiche établissement. ok. Donc maintenant, il faut faire le comparatif de performance entre OK, avant la migration et après la migration. Et si vous voyez oui, que ça ça s'est cassé la marche. figure, eh ben, vous donnez un coup de téléphone à votre agence et puis vous leur bottez les fesses pour qu'ils fassent le nécessaire. OK. Ça marche? Oui, ça Super. marche, Alors, merci. il n'y a pas de souci, Valérie. Donc, la première, Valérie, qui avait posé sa question, n'a pas osé de connecter. Donc, on va passer à Adeline. Alors, et Adeline, je crois qu'elle est bien en ligne. Ouais, c'est Villa la Muse. Ouais, c'est la muse. Super. Alors, attendez. Oui, ah ben, elle est au milieu de l'écran. Super. Alors, Adeline, votre question, c'était comment est-ce qu'on booste les réservations quand il fait un temps de merde, hein, grosso modo, c'était ça. Ben, ça revient un peu sur la première question de Valérie. Hein. C'est sûr que on a un début de saison qui est un petit peu compliqué au niveau de la météo. Les étrangers sont quand même là. Enfin, dans ma région, moi, je suis dans les gorges du Tarn, Oui. Millau, pour vous situer en Aveyron. Et c'est vrai que c'est la première année, en fait, où au mois d'avril, j'ai des semaines sans personne. Normalement, j'ai toujours une chambre ou deux de réservées sur ces périodes-là, en avant-saison, ce qu'on peut appeler de l'avant-saison, hein, parce qu'on a un très bon taux de réservation pour juillet, août, on sera complet comme d'hab. Mais je trouve que, alors en plus, la météo ne nous aide pas. Là, moi, je me disais ce week-end, chouette, ça va se remplir et ils nous annoncent de la flotte tout le week-end. Donc, autant dire que j'aurai personne. Voilà. Donc, je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on fait ça Oui. sur les réseaux? Est-ce qu'on fait ça? Oui, Enfin, alors voilà, comment booster un peu ça, quoi. il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire. La première chose à faire, ça fait combien de temps que vous êtes en activité, Adeline? Nous, on a racheté la maison en 2019. Super. Donc, normalement, vous avez un fichier client avec des emails, Oui. avec les prénoms, les noms des gens. OK, super. Donc, si vous avez un fichier client ou si vous avez des gens qui vous suivent sur Instagram, etc., ou sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, vous allez imaginer, vous allez vous mettre à la place de vos clients cibles et vous allez dire, OK, il fait un temps de merde, qu'est-ce qu'ils veulent? Et qu'est-ce que je peux leur proposer? Et comment est-ce que je peux être inventif pour leur proposer un truc qui va les motiver à venir? Et ben, peut-être qu'ils ont envie de passer un week-end sous la couette à regarder des films et à manger du chocolat. Et ben, si c'est ça, et ben, vous faites une offre, vous faites un joli packaging et des jolis visuels et vous envoyez ça à toute votre base de données clients pour leur proposer une offre spéciale chocolat sous la couette. Ouais. Voilà. Donc là, il faut se mettre, il faut vraiment, il faut se mettre dans les chaussures de nos clients. Il faut dire, OK, tout le monde en a assez de cette météo. Qu'est-ce que je peux faire pour susciter leur passage à l'acte de réservation? Donc, il faut à la fois le package, il faut à la fois la communication qui va avec, et bien évidemment qui est adaptée à votre positionnement avec votre marché, quoi. Si vous êtes, alors Villa-la-Muse, je ne connais pas, mais si votre communication elle est d'habitude assez formelle, ben, il faut s'adapter. Et si au contraire elle est très directe et elle est plutôt bon enfant et vous pouvez être un petit peu plus, on va dire, dans la rigolade avec vos clients, et ben, pareil, le message, ça va. Hey, Anthony, il y a le Skype Game à l'intérieur. Là, il faut être créatif et c'est ça qui va faire la différence parce qu'il n'y a pas grand monde qui communique auprès de sa base de clients. C'est un des enfants pauvres du marketing de l'hôtellerie de manière générale, alors que c'est un super vecteur. C'est des gens qui vous connaissent déjà, c'est des gens qui sont déjà venus, c'est des gens qui apprécient la destination. Donc, il suffit juste de leur donner une excuse pour se faire plaisir pour venir chez vous. Ouais. Alors, c'est vrai qu'ils ont déjà, nous, on envoie à tous nos anciens clients, là, quand ils partent, une ristourne sur le voyage d'après, quoi, sur le séjour d'après. On a appelé ça séjour VIP. Ça leur permet d'avoir une petite réduction par rapport au tarif normal. Et c'est vrai que je me disais, alors, avec tous les ponts aussi qu'il y a au mois de mai, est-ce qu'ils ne se sont pas un peu gardés pour ces ponts du mois de mai parce qu'il y en a quand même beaucoup cette année, entre le 1er et le 8, l'Ascension, la Pentecôte et tout ça. Là, cette année, c'est vrai qu'au mois de mai, ils ne vont pas beaucoup travailler. Enfin, voilà, je me posais un peu la question, hormis la météo, est-ce qu'ils ne s'étaient pas un peu réfugiés sur les ponts, quoi, les ponts qui allaient arriver, quoi. C'est possible, hein. Puis Anthony souligne, c'est un facteur évident. La météo, c'est un facteur évident. Mais par exemple, à contrario, en avril, nous, donc c'est un grand gîte
donc 15 couchages, et puis c'est une grande propriété. On a plutôt bien rempli, mais aussi parce que j'ai communiqué, quoi. C'est-à-dire que j'ai une base client qui est très faible parce que nous, on n'a pas fait de grosse saison, mais par contre, j'ai fait en sorte sur les réseaux sociaux de capter le plus possible de mails, et en fait, en captant ces emails, je leur ai écrit, quoi, et puis on a pas mal prospecté aussi les entreprises du coin, et donc on a plutôt pas trop mal rempli sur le mois d'avril. Faut pas systématiquement attendre que ça vienne à vous, en fait. Il faut aller chercher aussi. Et donc ça, sur Diatech Club, il y a plusieurs formations qui vous expliquent comment faire ça. Voilà, il ne faut pas juste attendre que ça vienne, quoi. Quand ça ne vient pas, il faut aller chercher, quoi. Et là, c'est pas trop tard, vous pensez? Enfin, sous quel délai après pour avril, Non, mais là, ouais, c'est la fin du mois. Mais, ça va être compliqué là, de sauver le mois. Mais par contre, pour mai, pour être sûr de prendre les ponts, etc., oui, là, il faut y aller. L'avantage, c'est qu'on est dans une tendance de fond de la réservation dernière minute. Donc, les gens, ils peuvent très bien réserver le vendredi pour le samedi, voire le samedi matin pour le samedi. Donc, ça pose aucun problème. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ça marche, je vous en prie. Alors, il y a Catherine qui nous a posé une question sur l'intelligence artificielle pour gagner du temps. Alors ça, c'est un de mes sujets favoris parce que Dieu sait que je l'utilise et que j'en ai gagné. C'est une excellente question, Catherine. Alors, la première chose à faire, vous listez toutes vos tâches qui sont répétitives dans votre quotidien. Vous prenez une semaine type et vous listez toutes vos tâches qui sont répétitives. Ça peut être le traitement des emails, ça peut être si vous écrivez du blog, ça peut être la réponse aux commentaires, ça peut être la compta, ça peut être arroser les plantes, je ne sais pas. Et après, une fois que vous aurez cette liste, vous allez très rapidement pouvoir éliminer tout ce qui n'est pas lié à un ordinateur. Bon, tout ce qui n'est pas lié à un ordinateur, l'IA ne pourra pas vous aider. Arroser les plantes, vous allez devoir continuer de le faire, je suis navré, jusqu'à ce qu'on ait un petit robot qui le fasse pour nous. Ça va falloir le faire. Après, tout ce qui est digital, et qui est répétitif, je dis bien qui est répétitif, il y a très probablement un moyen de l'automatiser, avec de l'intelligence artificielle ou pas. L'automatisation, ça existait avant ChatGPT. Et donc, vous faites votre top 3 de ce qui vous prend le plus de temps et qui est le plus réparatif, et puis vous faites une recherche sur Google sur les outils qui existent pour automatiser ça. Et la réponse à la question, est-ce que c'est possible de l'automatiser? C'est généralement oui. Maintenant, le degré de complexité pour le faire varie en fonction de la tâche. C'est ça. Bon, un truc que j'utilise énormément, par exemple, c'est que ChatGPT, donc j'ai pris la version payante ChatGPT 4 parce que c'est vraiment pas très cher. Et j'ai un assistant, j'ai fait un double en fait. Je me suis fait un jumeau avec ChatGPT et je lui donne, par exemple, tous mes emails, tout ce que je fais, etc. Je lui donne comme ça, je l'instruis sur ma manière de répondre aux emails. Et aujourd'hui, là, j'en suis au stade où je l'ai suffisamment formé pour qu'il puisse répondre aux emails à ma place. Il sait. Et donc avec un autre outil d'automatisation, je l'ai branché avec mon agenda en ligne. Et donc, du coup, il sait quand il peut donner ou pas un rendez-vous à quelqu'un en fonction d'un certain nombre de sujets parce qu'il a appris. Mais vous faites un copier-coller ou c'est complètement automatisé? Non, c'est automatisé. C'est automatisé avec une application, alors on va rentrer dans les choses techniques, mais il y a une. Sans parler techniquement, il y a une prise en fait. Vous pouvez brancher avec d'autres logiciels et donc là, il y a une passerelle qui permet de le faire. Et c'est quoi cette solution? J'ai triché parce que je l'ai fait faire par le directeur technique, mais je crois que ça se fait avec Zapier. Z-A-P-P-I-E-R. Je pourrais revérifier si vous voulez. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses répétitives qui prennent beaucoup de temps et du coup, que je ne fais pas forcément, dont la réponse aux avis. J'essaye de me forcer, mais des fois, je n'ai pas le temps. Ouais. Donc, s'il y avait quelque chose qui, au moins, mâche 90% du boulot. Bien sûr, sur toutes ces choses-là, vous pouvez automatiser et vous pouvez faire beaucoup avec l'intelligence artificielle. Cependant, ce que je fais. Le conseil, c'est de toujours d'abord faire manuellement avant d'automatiser. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, vous devez la former manuellement d'abord. Et une fois que vous êtes satisfait et que vous estimez que ça y est, c'est au degré d'affinage qui est OK, là, après, vous pouvez brancher les outils d'automatisation. Mais moi, je ne laisse pas une IA répondre à mes emails tant que je ne l'ai pas suffisamment nourri avec mes réponses à moi pour qu'elle ait appris. OK? OK, super. Alors, après, Bruno. Alors, Bruno, vous parlez de la baisse des réservations ces dernières années, en particulier Booking et Expedia. Surtout Booking. Surtout Booking. Okay. Surtout Booking.
Et surtout au mois de mars et au mois d'avril. Première question, est-ce que vous avez des nouveaux concurrents autour de vous? Énormément d'Airbnb qui ont ouvert. Ok. Donc, ça, c'est un premier critère qui est un facteur. Et ils se sont mis sur Booking aussi? Ils le sont. Ok. Donc, c'est souvent la première raison qui fait la baisse, c'est qu'il y a eu une augmentation soudaine de l'offre autour de vous. Et donc, forcément, le niveau de demande constant est divisé sur beaucoup plus d'offres. Donc, il va falloir tirer son épingle du jeu. Comment est votre note sur Booking.com? 9.3 depuis 2018. Donc ça, c'est nickel, rien à dire. Il y a un module de formation sur The Hotel Club sur les OTA qui passe en revue toutes les actions qu'il faut faire pour remonter dans le classement. Vous connaissez votre classement quand on fait une recherche pour votre destination? Non. Ok. Alors, mon conseil, c'est de faire cette recherche sur... Alors, si vous avez un VPN, avec un VPN, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas de VPN, faites-le au moins en navigation cachée pour voir si vous arrivez dans le top 10. Dans Booking, si vous êtes en dehors du top 10, c'est un peu comme à l'époque quand on était sur la deuxième page de Google. C'est que vous êtes vraiment caché. Donc, il faut commencer par ça, en fait, pour remonter déjà dans Booking, parce que Booking et les OTA, grâce à l'effet Billboard, ont un effet direct sur vos réservations directes. Donc, il faut être super bien classé dans Booking. C'est là où c'est étonnant, c'est que les réservations directes se maintiennent absolument, sont à peine en baisse, alors que le chiffre d'affaires a baissé de 35%. Les réservations directes ont baissé de 5%. Ça, alors déjà, c'est une super nouvelle. Est-ce que vos réservations directes, elles viennent d'une clientèle d'habitués? Il y a une clientèle d'habitués et il y a des gens qui viennent par effet Billboard. Parfait. Donc, ça veut dire que vous avez quand même de la visibilité, donc vous continuez de capter l'effet Billboard. Oui. Donc si l'effet Billboard, vous continuez à bien le capter, ça veut dire que vos efforts, il faut les concentrer sur la visibilité dans Booking.com. Regagner de la visibilité dans Booking.com. Ça doit être ça vraiment votre objectif au début. Oui, parce que le chiffre d'affaires avec Expedia, Hotel.com est aussi à peine en baisse. Expedia, vous êtes dans quelle région, Bruno? Moi, je suis dans le Val d'Oise, à côté de l'Isle-Adam. D'accord, je ne connais pas la performance d'Expedia. Ce que je sais, c'est que Booking.com a globalement une performance sur l'ensemble du territoire français. Expedia, c'est un petit peu plus morcelé. Il y a des endroits où ils sont très performants, il y a des endroits où ils le sont beaucoup moins. Et là, je ne connais pas suffisamment cet endroit-là pour savoir si ça fait partie des régions où il fonctionne bien. C'est assez granulaire parce que même dans Paris, il y a des arrondissements où ils performent et il y a des arrondissements où vraiment, quand je parle aux hôteliers, ils me disent nous, Expedia, ils nous apportent zéro. La raison principale, c'est qu'ils n'ont probablement pas encore fait les efforts commerciaux nécessaires sur certaines régions. En fait, je pense que dans mon coin, il y en a peu qui ont un deal avec Egencia et Expedia. D'accord. Et en fait, hier soir, on était plaint par des analystes d'une grosse société à côté qui ne passent que par Expedia. D'accord, ok. Que par Egencia. Et là, on capte tout seul. Ah, il y a discussion du côté de chez Catherine. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, Catherine. Oui, en tout cas, là, clairement, d'après ce que vous me racontez, la baisse principale, elle se fait du côté de chez Booking. Donc, c'est ça, c'est le fait que vous avez été noyé par une nouvelle offre. Donc là, il faut se battre pour remonter dans Booking.com. La note, c'est très bien, mais il y a plein d'autres critères. Donc, je vous invite à aller sur The Hotel Club et à regarder Si vous tapez dans la barre de recherche OTA, vous retrouverez la formation en question. Non, ça doit être la formation sur la visibilité. Ouais, il faudrait que je vous la retrouve, ce serait quand même plus simple. Bougez pas. Il y a un module de formation quelque part, je ne me souviens plus où il est, sur la visibilité. Enfin, il y a une formation sur la visibilité et dans cette formation, je vous parle. Alors, hop. Je vous parle justement des algorithmes Google Ads. Mettez-moi un message dans la communauté, Bruno. Oui. Et okay. Je vous le retrouverai et je vous mettrai le lien. Entendu. Petite question pour Bruno. Est-ce que vos réservations directes, c'est des longs séjours, des courts séjours? C'est toujours, chez nous, c'est toujours 2-3 jours. Hein. On fonctionne en chambre d'hôte et c'est toujours 2, 3, 4 jours max. Mais c'est la même clientèle que vous avez sur Booking ou c'est plus des nationalités différentes? C'est la même.
c'est la même. On est à 42 km de la Tour Eiffel. On a une piscine, un beau jardin. Et les gens, tous les gens du secteur ouest de Paris, ils sont ici en 3/4 d'heure. Sauf le vendredi où il faut 1h30. Mais... Ouais. Parce qu'en fait, ce que je me disais, c'était toujours plein. Et ça n'a pas redémarré en mars. Mais tu es peut-être quand même, tu es quand même peut-être victime, un, de la météo, et deux, de l'effet et les réservations pour juillet et août sont absentes. Il y a des clients qui venaient depuis 3 ans, qui passaient parce que c'est des Hollandais qui vont dans le sud de la France et disent non, cette année, on évite Paris. Ouais, ils vont éviter Paris. Par contre, si tu as une carte à jouer vu ta proximité avec Paris, c'est les Parisiens qui vont vouloir échapper Paris à cause des JO et de tout le bordel que ça va créer. Et là, dans ta communication, tu as un coup à jouer, tu peux leur dire hey, échappez-vous de Paris, ça va être l'enfer, venez donc chez moi. Oui. Oui, mais je me suis déjà contraint à réduire les prix pendant la période olympique. Hein. Ouais, ben, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais les hôteliers parisiens ont été tellement gourmands, ils avaient mis des prix tellement hauts que la demande n'est pas au rendez-vous. Hein. Je pense que la destination France, de toute façon, pâtit, la destination Paris pâtit de la mauvaise réputation de Paris, que ce soit avec les problèmes de grève, que ce soit avec les problèmes de saleté, que ce soit avec les problèmes d'insécurité. C'est évident que ça ne nous aide pas. Hein. Non, ça j'en suis bien conscient. Mais par contre, j'ai vu il y a 48 heures un webinaire Airbnb où les gens qui se mettent sur Airbnb pour les Jeux Olympiques n'ont pas encore descendu les prix. Mais l'offre Airbnb sur Paris a quintuplé. Oui, bien sûr. En plus, ils sont sponsors officiels de la compétition, enfin des compétitions. Ok, ça marche, Voilà. Bruno. Alors, je vais Merci. essayer de répondre aux autres questions, je t'en prie. Alors, il y a Wilfried qui a posé une question, mais je ne sais pas s'il s'est connecté. Non, je n'ai pas l'impression. Donc, on va passer à la suivante. Rémi, est-ce que Rémi est en ligne avec nous? Non plus. Bon, tant pis. Hop, allez, hop. Et Béatrice, il y en a plein qui ne se sont pas connectés. Vous avez bien plus reçu l'email de rappel avec le lien? Oui. Bon, au moins ça, c'est réparé. On a mis un temps fou à réparer ça. Bon, et ben c'est pas grave. David. Bonjour David. Je crois que c'est la première. Oui, c'est la première fois que je te vois connecté. Oui, effectivement, la première fois. Alors, moi, j'ai pris de poste il n'y a pas longtemps en tant que premier de réception et assistant de direction dans un petit boutique hôtel dans le 7e arrondissement de Paris. Et en fait, j'étais tout simplement curieux de voir un petit peu ce qui se disait parmi les professionnels et au fil de l'eau, éventuellement poser des questions. Mais est-ce que tu as. Alors, déjà, félicitations pour ta prise de poste. Est-ce que tu étais déjà dans l'industrie avant? Oui, tout à fait. Ça fait une dizaine d'années. Alors, j'étais dans l'industrie sans y être, c'est-à-dire que ce n'était pas une perspective de carrière à l'époque. Et ça l'est devenu que assez récemment, en me disant qu'étant donné que j'avais fait ça pendant une dizaine d'années, ça pouvait être capitalisable. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais m'investir, mais plus activement et notamment en dehors des horaires de poste. Ouais. Okay. Et l'idée, ce serait plus particulièrement de booster un petit peu les propositions en termes de conciergerie. Parce que j'ai une équipe qui n'est pas très active là-dessus, alors que c'est, à mon avis, un moyen de se démarquer au niveau du service. Voilà. Ok, alors je vais te poser une question clé. Est-ce que ton établissement a une stratégie commerciale définie? Ben, j'ai pas l'impression en fait. Génial. Bon, il y a une opportunité. Il y a une identité en termes de décoration qui est très forte, mais en dehors de ça, il n'y a rien qui est ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas et c'est souvent le cas. Alors, as-tu déjà commencé à suivre les formations sur The Tech Lab? Pas encore, non. Eh ben, ça tombe bien, je vais te donner la première. Allez, hop, je te file celle-là. Tu vas me suivre cette première formation, hein. Elle est assez courte, il y a 4 modules. Le 4e module va t'aider à constituer la stratégie commerciale de ton hôtel. Tu la construis, tu la présentes à ton boss. Okay. En fait, ça sert à, on est un des rares ou un des quasiment seuls business du monde où les gens se lancent en business sans avoir une stratégie. C'est genre, on fait une super déco, on ouvre, on a des super lits, un super petit déjeuner, les gens vont venir, ça va bien se passer. C'est démentiel. Tu penses à n'importe quel autre business, tu dis, tiens, je vais vendre des chaussures, j'ai pas de stratégie pour les vendre, ça marchera jamais. Mais bon, c'est comme ça.
Cool, écoute, bienvenue. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas. Alors, normalement, ces sessions sont hebdomadaires et je les limite au nombre de personnes. Il se trouve que ça n'a pas été tellement hebdomadaire ces dernières semaines parce qu'on a eu un gros bug sur la plateforme. Mais là, ça va reprendre de manière hebdomadaire. Et puis, tu as la communauté aussi pour poser des questions et pour qu'on puisse interagir. Je suis aussi preneur de tous les retours que tu as et que vous avez globalement sur la plateforme, puisqu'on va continuer de la faire évoluer et de l'améliorer. Et puis, on continue de créer du contenu. On se développe avec beaucoup de partenaires pour créer des cours chaque semaine et mettre de nouveaux cours chaque semaine sur la plateforme. Donc, ça avance pas mal. On est plutôt content de l'évolution. Ok, un grand merci pour l'accueil. Top. Écoute, bienvenue parmi nous. Alors, il y en a auxquels soit j'ai pas vu de questions, soit il n'y a pas répondu. Donc, ce que je propose, c'est qu'on passe les uns après les autres. Michel, toi, je crois que tu as une question sur les stratégies de tarification. Oui, absolument. Notamment, Booking nous prend au moins 15, voire plus, 1%. Plus, oui. Voilà, plus, voire plus. Et en fonction de ce qu'on veut apparaître, voilà. Et puis, la plupart des clients sont Genius. Voilà. Oui. Donc là, c'est nous qui refaisons une réduction, voilà, sans le vouloir. Voilà. Ouais. Alors, Genius, j'avais fait une vidéo à l'époque de Ododo dessus. Je vais te la retrouver. J'avais décortiqué en fait le programme Genius pour expliquer pour que vous puissiez. Hop, tiens, regarde, je te la partage. Elle est ici. Voilà, tu regardes cette vidéo, ça va t'apporter la réponse de ce qu'il faut faire avec Genius ou pas. C'est très simple. Il faut quitter Genius. Mais je te laisse regarder la vidéo. Il ne faut surtout pas s'y mettre, en fait. Ouais. Ah, bah oui. Il faut quitter Genius. Ah, bah oui. Mais il ne faut pas faire d'offre Genius, en fait. Si vous ne faites pas d'offre Genius, vous n'aurez pas de frais supplémentaires, en fait. Non. Non, mais surtout, Genius, ça ne t'apportera rien en plus. Et je te l'explique très bien dans la vidéo. Je l'ai décortiqué ce truc-là en long, large et en travers. Et depuis, je me suis fait confirmer parce qu'il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui bossait chez Booking et qui m'a dit non, mais il y a tellement en fait de propriétés qu'on a acceptées dans le Genius que ça n'a plus d'effet. Parce que quand tout le monde est Genius, personne n'est Genius. Eh ben voilà. Oui, je l'ai vu ça. Et autre point, il faut être plus cher sur Booking. Absolument. Alors ça, c'est le b.a.-ba en fait de la stratégie tarifaire, c'est-à-dire que on doit systématiquement trouver le meilleur deal en réservant en direct chez vous. Donc, avec le Channel Manager, vous pouvez automatiser le fait d'envoyer sur les différents canaux de distribution un prix qui est plus cher, soit en valeur, soit en pourcentage. Donc, personnellement, Booking.com, ça prend 17%, parce que je vous rappelle que ça prend 15%, c'est la base, mais c'est sur le TTC. Alors, nous, la TVA, on la reverse à l'État. Donc, de facto, déjà, ce n'est pas 15 si vous êtes applicable à la TVA, c'est 17%. Et 18, Bruno me corrige, 18 si on fait le calcul correctement. Non, si on rajoute 20%, ça fait 18. Hein. Ça fait 18. OK, parfait. Donc, ça fait déjà 18% de commission. Bon, moi, j'arrondis à 20 et ce que j'envoie à Booking.com, c'est mes prix majorés de 20%. Il faut même faire plus parce qu'il faut absorber les 10% Genius. Hein. Alors moi, Genius, j'y ai jamais mis les pieds. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans Genius, si vous êtes dans le Partner Preferred Programme, etc., à chaque fois, vous rajoutez une couche. Donc ça, moi, tout ça, j'en suis sorti. Et il y a un indicateur que je surveille de très près. C'est mon indicateur de réservation directe. Et donc, moi, quand je vois que tout le monde vient réserver en direct et je leur demande à chaque fois où est-ce que vous m'avez trouvé et qu'ils me disent booking.com, c'est parfait. Ça veut dire que l'effet Billboard fonctionne à plein et que mon prix, je suis bien dans le prix psychologique. Quand je vois qu'ils réservent plus via Booking alors que c'est 20% plus cher, je sais que je ne suis pas assez cher. Donc, j'augmente. C'est assez simple, c'est un indicateur qui est facile à suivre. Hein. Moi, quand j'ai les clients, ils viennent et ils me disent « Ah, mais je vais réserver via Booking ». Et je leur dis « Mais vous aviez vu que sur le site Internet, c'était moins cher ?» Bon, non, je n'ai même pas regardé, le prix était bien. Ok, je ne suis pas assez cher. Et s'ils me disent « Si, j'ai regardé, mais en fait, ça me cassait les pieds », bon, ça, c'est une question de praticité. Je fais un petit peu de pédagogie avec eux pour leur expliquer que la prochaine fois, réserver en direct. Et puis moi, ça ne me dérange pas de couper la poire en deux pour faire moite-moite sur la commission. Comme ça, vous payez moins cher et puis moi, je gagne un petit peu de même. Et ils sont super réceptifs à ça. Surtout une fois qu'ils sont venus chez vous. En fait, l'acquisition via les OTA ne me pose aucun problème. On a énormément de chance d'avoir des multinationales comme Booking et Airbnb qui font un énorme travail à notre place pour faire de l'acquisition. Et
si on était, dans une autre industrie, on devrait mettre notre propre budget d'acquisition client. Et un budget d'acquisition client, ça tourne entre 25 à 30% du chiffre d'affaires généré par le client. Donc, ce n'est pas du tout déconnant de payer 20% de commission. Ce qui est déconnant, c'est de le faire à chaque fois que le client vient, si c'est le même client. Donc, moi, faire l'acquisition d'un client une fois via booking.com et de payer 20% de commission, aucun souci. Par contre, ce que je veux derrière, c'est le fidéliser et le faire revenir en direct. Ce que j'estime être un échec, c'est faire revenir un client et qu'il revienne par booking systématiquement. Là c'est un échec. Michael, je ne sais pas si on a répondu à ta question ou si tu voulais qu'on approfondisse. Non, ça veut dire que bon, il faut se supprimer, voilà, de Genius, voilà. Totalement. Voilà, parce que ça fait beaucoup trop de commissions et après on supporte plus, on n'a plus de marge, hein, voilà, c'est ça. Quel est ton pourcentage de réservation directe sur la totalité de tes réservations, Michel? Alors, l'année dernière, environ 50% par les OTA et 50% en direct. Voilà, direct, de gens qui reviennent, etc. Voilà, amis ou autres. Voilà. D'accord. Bon. Il y a du travail, tu as une grosse marge d'évolution encore. Hein. Tu peux monter jusqu'à 80% de direct. Il faut. Alors attends. Puisque toi, tu as déjà une bonne visibilité, ça serait intéressant de faire une analyse de ton site internet et ça tombe bien, c'est que. Il est nul pour le moment. Non, j'ai plein de choses à revoir. Ouais. Oh là là. Alors, on a sorti une formation il n'y a pas longtemps. Je te mets le lien sur comment inspecter ton site internet. Je te mets le lien ici. Ça va te donner étape par étape les points clés qu'il faut que tu regardes sur ton site internet. Donc déjà, tu peux commencer par ça. Oui, je sais qu'il y a un gros boulot. Hein. D'accord. Un gros boulot, ok. Regarde ça, ça va être utile pour toi. Ok, qui n'a pas posé sa question? Je vois que Béatrice s'est connectée avec un peu de retard, mais c'est pas grave, vous aurez le replay pour pouvoir voir et écouter les questions qui ont été posées précédemment. Est-ce que Béatrice, vous nous entendez? Si oui, je vous laisse réactiver votre micro et votre caméra, et puis comme ça, on va pouvoir discuter ensemble. Oui, je vous entends. J'ai quelques problèmes de connexion, donc quand je mets les deux à la fois, le son est coupé. Pas de souci, Béatrice. Vous aviez une question spécifique sur comment augmenter la visibilité grâce au SEO. C'est bien ça? Oui, okay. Oui. Moi, j'en avais une parce que je suis confrontée actuellement à ce problème-là, c'est que j'ai peu de réservations par rapport aux autres années. Cette année, étant donné que j'avais peu de trésorerie, cette année, j'ai fait l'impasse jusqu'à maintenant de me faire aider au niveau du SEO. Et je m'aperçois que c'est peut-être une erreur parce qu'effectivement, pour l'instant, j'ai peu de réservations. Alors, plein de sujets différents. Donc, la première chose à faire, c'est qu'il faut regarder si, en effet, le SEO vous a amené des réservations les années précédentes. Donc, pour ça, il faut aller dans Google Search Console et il faut vérifier Est-ce que vous faites du blog, Béatrice? Non, je faisais, alors tout bêtement, j'avais été contactée par Google et puis ils demandent une somme et ils s'occupent de votre page et en même temps, ils remontent un petit peu le SEO. L'année dernière, ils m'ont contacté 2 fois, donc ça m'a coûté 2 fois une somme, mais effectivement, juillet et août, j'ai bien travaillé. Donc, je me suis dit, ils ont bien… Cette année, ils m'ont recontacté alors qu'ils m'avaient dit que je serais tranquille pour 6 à 8 mois. Cette année, ils me recontactent avec une somme énorme. Je leur dis, ça suffit, là, je suis capable de me débrouiller toute seule. La problématique, c'est que vous n'avez pas été capable de mesurer si les réservations elles sont venues grâce à leur action ou si c'est juste la saisonnalité classique qui vous a amené les réservations. Donc, il faut toujours faire attention. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier si, oui ou non, le SEO vous a amené des réservations. Donc ça, c'est relativement simple. Vous allez dans Google Search Console. Si vous ne l'aviez pas mis en place, vous n'aurez pas malheureusement de données historiques. Si vous l'aviez mis en place, vous allez pouvoir avoir les données historiques et vous allez voir le nombre de clics que vous avez eu en fonction des pages. Si vous voyez que le volume est relativement faible et qu'il y a peu de gens qui sont allés sur votre moteur de réservation, vos réservations ne sont pas venues grâce au SEO. D'accord. J'ai une question, parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont modifié votre site web?
Non, pas du tout. Ils ont rien touché parce que j'ai un site Amenities et puis je leur ai pas donné Ouais, à mon avis, c'est de l'arnaque. Hein. Ouais, ils ont pas fait, à mon avis, ils n'ont pas fait du SEO, hein, parce que s'ils n'avaient pas parce accès que à déjà, site, c'est ils pas n'ont pas pu le Google, faire. parce que Google n'appelle pas les établissements. Donc, à mon avis, c'est de l'arnaque. Vous avez une C'est de facture, l'arnaque. C'est ouais, clair et net. vous avez une facture des gens qui vous ont proposé ça? Ah oui, oui, et puis c'est bien mentionné Google. Moi, je l'ai mis dans ma compta, c'est passé avec mon comptable, il ne s'est pas posé de questions. Hein. Parce que moi, pour moi, le SEO, c'est améliorer le site web. C'est la seule manière de remonter dans les références. Alors, le SEO, c'est l'ensemble des techniques qu'on met en place sur un site Internet pour pouvoir remonter de manière gratuite dans le référencement sur Google. Et donc, c'est à base de mots-clés que vous allez mettre à la fois sur les pages du site Internet, dans ses URL, dans les descriptions alt des photos, et puis après, éventuellement, dans les articles de blog avec une stratégie de contenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le SEO a été un peu bousculé avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, puisque c'est très facile de créer des volumes de contenu très importants, d'articles de blog, par exemple. Un article de blog qui prenait une matinée de travail autrefois pour écrire un article bien comme il faut, avec le bon nombre de mots-clés, etc. Aujourd'hui, en 10 minutes, avec ChatGPT, c'est fait, quoi. Donc, il y a un avant et il y a un après 2023 et intelligence artificielle. Une chose est sûre, créatrice, on ne réinvestit jamais dans un canal qu'on n'a pas pu mesurer, et de manière générale, dans le futur, n'investissez pas dans un canal si vous n'êtes pas capable de mesurer l'impact. D'accord. Et l'histoire du blog, c'est facile à faire parce qu'effectivement… Sûr. Le problème, c'est que le SEO, c'est ce qu'on appelle, je vais utiliser un mot anglais, c'est ce qu'on appelle de la long tail. C'est-à-dire c'est quelque chose qui prend du temps. Ça se fait sur le temps long. Le SEO, c'est quelque chose qu'on construit petit à petit. Le blog, ça prend du temps. Le plus important pour nous, de toute façon, c'est le billboard effect. Donc, il faut que vous soyez super bien classé sur le nom de votre établissement. Donc, si le nom de votre établissement dans booking.com, c'est Château de Marigny et Gîte de Charme, ce qui est le cas pour moi, et que les gens, ils copient-collent ça et ils le mettent dans Google, il faut que vous arriviez en premier. Ça, c'est le premier référencement qu'il faut faire. Et c'est du SEO. C'est là que vous allez prendre le plus gros du trafic, de toute façon, que vont vous envoyer les OTA. Et il faut que ce soit homogène, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez le même nom sur tous les canaux de distribution, et sur votre page Google My Business, et sur votre site Internet, donc sur la page d'accueil de votre site Internet, et bien évidemment dans l'URL, dans le nom de domaine. Ça, c'est le BABA, c'est la base, c'est super facile à faire. Une fois que vous avez ça, en fonction de votre destination, ça peut être utile de faire du SEO. Mais ça s'étudie. Je vous donne un exemple. Si vous êtes comme David et que vous bossez dans un hôtel à Paris, le SEO, ça ne sert à rien. Parce que vous imaginez la densité d'hôtels, il va falloir… Alors, les rares qui peuvent éventuellement se battre en SEO à Paris, c'est ceux qui sont vraiment juste à côté d'un monument très spécifique de Paris. Mais même s'ils sont à côté d'un monument très spécifique de Paris, ils vont se battre avec 50 autres hôtels qui sont autour. Donc, ce n'est pas sur le SEO, sur la version gratuite, qu'ils vont vraiment se battre. C'est plutôt sur le SEA, qui est la version payante, où on paye à Google aux enchères pour être positionné sur des mots-clés. Et c'est celui qui paye le plus, qui est le mieux positionné, et qui va prendre le trafic et qui va avoir une chance de le transformer en réservation sur son site Internet. D'accord. Bon. Par contre, si vous êtes dans une destination qui est… où il y a beaucoup moins de compétition et où potentiellement il y a certains groupes de clients qui ont des centres d'intérêt. Je donne un exemple. Il y a la Loire en vélo, nous, dans notre région. Il y a des groupes qui vraiment longent la Loire. Il y a des pistes cyclables qui ont été faites et il y a des gens qui cherchent sur Google, pour le coup, des hébergements qui sont à côté de la Loire en vélo. Parce que ça, dans Booking.com, vous ne pouvez pas les trouver. Vous ne pouvez pas filtrer dans Booking.com des établissements qui sont près de la Loire en vélo. Donc là, c'est intéressant de se battre en SEO sur ces mots-clés-là parce qu'en effet, on sait que les gens, pour pouvoir trouver une chambre d'hôte ou un hôtel qui est sur l'itinéraire de la Loire à vélo, eh ben, ils vont faire leur recherche dans Google. Donc là, moi, si j'ai un établissement qui est à Saumur, à côté de la Loire à vélo, bah, c'est sûr que je vais me battre en SEO pour être super bien référencé sur ces mots-clés-là parce que j'ai une bonne chance de capter du trafic. D'accord. Et ça vaut pas le coup de… moi, j'avais fait une année, je crois, c'est Google Ads qui vous donne moi, j'avais eu 200 €, je crois, de leur part.
pour justement, en fonction du nombre de clics et tout ça, vous avez un crédit en fait. Et ça fait aussi, ça permet aussi d'avoir des réservations supplémentaires, non? Alors ça, c'est ce qu'on appelle du SEA. Bien sûr, c'est la version payante. Donc avec Google Ads, ça peut très bien fonctionner. En fait, tout peut fonctionner. Il faut tester et il faut voir si vous avez un retour sur investissement. Donc, si vous investissez 200 € dans ce canal-là… Non, mais ils vous les donnent en fait. Moi ouais. là, voilà. Mais vous investissez quand même 200 €. Donc, ils amorcent la pompe, mais l'idée pour eux, c'est que si ça fonctionne pour vous, après, vous allez continuer. Ah ben moi, j'avais arrêté. Qu'importe si vous les ont donnés ou si c'est vous qui les avez mis. Vous avez mis 200 € dans une machine. Est-ce que de l'autre côté, il y a eu un retour sur investissement positif? Le problème, c'est que très certainement, vous avez utilisé ce crédit qu'ils vous ont donné sans une vraie stratégie et sans avoir été proprement formé à l'utilisation de cet outil. Donc, vous avez probablement brûlé les 200 € de cash. Vous n'aviez probablement pas mis en place ce qu'il fallait pour vérifier si ça allait être rentable. Et donc, à la fin des 200 €, vous avez arrêté parce que vous vous êtes dit, je ne veux pas mettre mon propre argent dans la machine. C'est ça? Ouais, disons que j'ai vu que ça avait fonctionné, mais après, c'est vrai que en chambre d'hôte, on est limité. Donc, il y a un moment, quand c'est plein, quoi. Donc, bien sûr. Mais est-ce que vous avez pu vérifier que vous avez eu des réservations grâce à cet investissement? Alors, j'avais vérifié à l'époque, en effet, et j'avais eu beaucoup de clics. Oui. Mais, et j'avais dû avoir, peut-être 4-5 réservations via ce biais-là. Et donc, ça, quelque part, ça ne m'avait rien coûté. Non, mais même si ça vous aviez coûté les 200 €, 4-5 réservations, vous avez fait un retour sur investissement positif. Plutôt, ouais. Moi, j'avais trouvé que ça avait bien fonctionné. Après, je ne l'ai pas refait parce que j'aurais dû peut-être le refaire cette année avec ce mois d'avril qui a été un peu compliqué. Mais je me dis, à partir du moment où vous avez un crédit, si vous ne dépassez pas le crédit qu'on vous donne, pour moi, ça avait été positif en tout cas. C'est bien. Mais alors là, ce qui est marrant, c'est que vous avez ouvert un canal d'acquisition rentable que vous n'aviez pas du tout optimisé parce que vous n'êtes même pas formé à comment l'utiliser correctement, mais juste en bricolant dessus, vous avez réussi à avoir un retour d'investissement positif. Ça paraît évident que ça vaut le coup de se former pour apprendre à mieux l'utiliser et pour ponctuellement, quand vous n'êtes pas plein et que vous en avez besoin, tester pour l'utiliser. Et vous avez des formations là-dessus? Alors, il y a un module qui en parle, mais il se positionne vraiment sur votre nom de marque. On n'a pas encore fait la formation qui vous explique comment vous positionnez par rapport à des mots-clés compétitifs. Mais vous étiez positionné sur des mots-clés compétitifs ou sur votre marque? Sur ma marque. Bon, alors oui, est-ce qu'il faut sur Zero Tech Fund? D'accord, ok. Super, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Moi, je vais revenir un peu sur Béatrice. Je pense que malheureusement, vous êtes fait avoir par un brouteur, hein, Béatrice. J'ai peur, ouais. Du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et qui font des arnaques, hein, tout simplement. Oui, je pense que ça a été le cas et c'est pour ça que je n'ai pas voulu renouveler cette année. Et j'aimerais pouvoir justement travailler soit ce SEO ou ce SEA via Google Ads. Mais c'est vrai, je suis un petit peu comme la dame. Je ne suis pas contre mettre 200 € dans la machine, mais comment et pourquoi, quoi? Est-ce qu'il y a une technique, une méthode? Voilà. Bien sûr. C'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est toujours pareil, il faut avoir des stratégies, il ne faut pas faire n'importe comment. Si vous partez de zéro, ce qui est très bien, c'est de travailler déjà votre fiche Google Business, bien répondre aux avis, essayer de faire montrer des notes pour un budget très limité. Si vous voulez le mettre dans votre site web, en fait, il va falloir définir qu'est-ce que les gens cherchent par rapport à votre destination et où vous voulez convertir. Donc, imaginons, par exemple, vous êtes à la Tour Eiffel, vous allez peut-être rentrer un mot-clé du genre hôtel proche de la Tour Eiffel. Et en fait, vous allez chercher à ce que les gens convertissent leur réservation en cherchant le mot-clé hôtel proche de la Tour Eiffel, plutôt que votre nom de bâtiment. Mais ça, c'est un budget, c'est du temps, c'est des articles. Je vous partage un lien. Bruno, c'est le lien que tu cherchais tout à l'heure. Donc, dans le dernier lien que je viens de vous partager là dans la messagerie, c'est le lien vers la formation sur la visibilité. Le premier module, c'est comment est-ce qu'on gagne en visibilité dans les OTA. Donc ça, pour toi, Bruno, mais pour tout le monde, c'est super intéressant. Et puis après, pour les autres, ça parle un petit peu des autres outils, des autres écosystèmes que vous pouvez utiliser pour gagner en visibilité. Et puis, je vais vous en partager un deuxième où il va y avoir Google Ads, justement. Hop, ça, c'est celui-ci. Voilà.
là, le deuxième lien, vous allez avoir aussi l'information sur la partie Google Ads. Et puis, il y a plein d'autres choses qui peuvent permettre de gagner en visibilité. Je vous en parle. Il y a les partenariats. Il y a le blogging, évidemment, pour le SEO. Donc là, il y a un module de formation dessus. Mais il y a aussi tous les partenariats que vous pouvez créer, les partenariats locaux qui peuvent énormément vous aider. Donc là, vous allez retrouver un module de formation également dans cette formation. Et bonjour Valérie, je viens de voir votre message. Non, il n'y a pas de souci. J'ai enregistré, donc vous pourrez regarder les premières questions si vous voulez. Et du coup, je pense que vous, si je remonte, vous avez une question par rapport à J professionnel, c'est ça? J professionnel. Non, il y a un site qui s'appelle J professionnel. Valérie, il faut activer votre micro si vous voulez qu'on s'entende. Enfin, si vous voulez que je vous entende. Ouais, vous savez comment activer le micro? Vous avez une icône qui ressemble à un micro en bas de votre écran sur Google Meet. Il faut cliquer dessus pour activer le micro, ça permettra que je puisse vous entendre. En attendant que vous trouviez ça, je vais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions auxquelles on n'a pas encore eu le temps de répondre? Valérie, l'autre Valérie. Oui, donc c'est toujours la maison de Léopold. J'ai suivi une formation là tout à l'heure, Marc-Antoine, avant de commencer une formation de chez vous, Digital Club. On parlait des différents canaux de distribution. Vous parliez de Hotel Beds pour les pros. Est-ce que c'est bien pour recruter pour les étapes professionnelles? Parce que j'ai orienté moi pour ma cible, c'est couple, familial et soirée étape, enfin une clientèle pro. J'en ai eu des bons échos et j'en ai eu des mauvais. Donc, je pense qu'il faut tester et ça va dépendre, comme souvent avec ces plus petites OTA, en fait, elles sont performantes sur certains types d'établissements et certaines régions et moins, voire pas du tout sur certaines autres. Donc, je vous invite à faire le test et puis à nous partager vos conclusions une fois que vous aurez fait le test. Hein. Ok, je vais essayer de m'abonner. Là, j'étais sur leur page, je vais regarder. Sans vouloir monopoliser, Marc-Antoine, j'ai une deuxième question par rapport aux performances. Vous me disiez d'aller dans Google Analytics. Donc, quand je vais dans Performance, je peux remonter que jusqu'à novembre 2023. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est quand vous avez branché Google Analytics pour la première fois. Oui. Ah, mais je crois que c'est Amenities qui a refait les pages. Enfin, c'est compliqué là aussi. Ils nous ont refait tout plein de pages de référencement avec Google Analytics. Est-ce que ça date de là? Je ne sais pas. Google Analytics, ça n'a pas. Amenities, ils n'ont pas la main sur Google Analytics. Mais si, vous savez, à un moment donné, ils nous ont parlé. Il y avait tout un référencement qu'ils faisaient ou tout un rapprochement avec Google Analytics. Ou alors la page Google My Business. Ils peuvent vous brancher Google Analytics sur votre site internet, sur le nom de domaine. Donc, Google Analytics, ça capte en fait des données et avec ces données, ça vous donne des informations. Donc, l'historique, vous l'avez à partir de la première mise en relation entre votre nom de domaine. Donc, votre nom de domaine, c'est www.monhotel.com et Google Analytics. Si votre site existait avant, mais qu'il n'était pas branché à Google Analytics n'avait pas accès aux données. Donc, à partir du moment où vous l'avez branché, il collecte les données et vous avez un historique. C'est étrange parce que j'ai déjà utilisé il y a des années ces méthodes-là pour analyser et je ne comprends pas. Ouais, bon, bref. Sur le même nom de domaine? Oui, j'ai toujours eu le même nom de domaine depuis que j'ai créé ma maison d'hôte. Alors, dans ce cas, contactez le support de Google Analytics parce qu'ils ont fait le transfert aussi. En 2023, il y a eu le transfert à Google Analytics 4. Et je n'ai pas vérifié d'ailleurs si ça avait eu un impact. Il n'est pas impossible que le transfert de version de Google Analytics ait écrasé une partie des données. Ça me paraîtrait surprenant, mais on ne sait jamais. Hein. Ok. Et je peux me permettre une dernière question? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Amenities, pareil, par rapport au rapport de performance et au tableau de bord, hein, on ne peut pas faire d'historique d'une année sur l'autre. Vous leur avez ça dit? Carrément dommage. Je leur en ai fait part, hein, c'est vrai. Ils m'ont dit qu'on ne pouvait pas comparer une année sur l'autre. C'est incroyable.
Je ferai remonter l'information, en effet, ce serait une fonctionnalité intéressante. Ouais. Oui, c'est ce qu'ils m'ont répondu hier, mais bon, voilà, c'est tellement dommage. Pareil, on peut pas savoir, je parviens pas à savoir quel pourcentage de personnes paient en direct et paient en cash et paient en CB. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ça, si vous passez par Intispay, normalement, vous devriez l'avoir, parce que moi, je l'ai. Ah, alors c'est que je n'ai pas trouvé où j'ai pas compris où le trouver. Regardez dans leur Help Center, vous devriez trouver un article qui vous explique comment avoir ça. Ouais. Valérie 2, oui. Allez, on va s'étendre un petit peu après 17h pour répondre à vos questions. Alors, vous, la question, c'était sur Gîte Professionnel qui vous a contacté pour que vous puissiez le classer dessus. Hein. C'est ça, exactement. Donc, j'ai reçu la proposition par mail il y a quelques jours et du coup, je n'ai pas encore répondu parce que je voulais avoir votre avis. Alors, pour être tout à fait franc, je ne les connaissais pas. J'ai fait une petite recherche avant notre conversation. Ça n'a pas l'air d'être une grosse entreprise. Ils n'ont pas l'air d'avoir une grosse visibilité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas efficaces. Hein. Ils ont peut-être un réseau d'entreprises auxquelles ils envoient vos propositions d'hébergement. Donc, la première chose que je demande, moi, quand je ne connais pas, c'est est-ce que vous avez des établissements similaires aux miens dans ma région? Et si c'est le cas, merci de me mettre en contact avec eux. Et puis, j'appelle ces établissements. S'ils n'ont pas, bon, ça règle la question. Je n'ai pas envie d'être le premier à tester. Enfin, ça dépend ce qu'ils demandent. Ils vous demandent combien pour être sur la plateforme? Alors, attendez, hop, je me reconnecte. Alors, il y a deux options, en fait. Il y a l'inscription vraiment basique qui est gratuite, mais du coup, on peut mettre un seul hébergement et pas de lien vers le site internet. D'accord. Il demande 29 €. Et l'autre, voilà, l'autre option, c'est la version premium à 29, c'est ça. Et là, on peut mettre, ils mettent le lien internet, la page Facebook, on peut modifier les photos, etc. Bon, 29 €, c'est pas très cher pour faire un test. Si vous mettez 29 € c'est quoi? C'est un truc annuel, 29 €? C'est par hébergement. Donc, 4 chambres, je suppose que voilà, c'est 4 fois 30, quoi. J'ai testé, moi, déjà. J'ai testé 1 an et ça m'a apporté personne. Ok, bon, voilà. Mais bon, on peut encore tester. Peut-être que j'ai pas de chance, hein. Mais bon, je suis pas motivé à remettre 30 balles pour. D'après ce que j'ai regardé, hein, et ils sont en train de prospecter, ils sont en train d'essayer d'agrandir. Le problématique quand vous faites une OTA ou une petite OTA, c'est que vous devez investir de l'argent pour faire deux choses. Pour acquérir des propriétés et des hébergements que vous allez mettre sur votre plateforme et pour acquérir du trafic pour les mettre en relation. Acquérir du trafic aujourd'hui sur Internet, quand il y a des géants comme Booking.com qui investissent 3 milliards de dollars par an en publicité Google, c'est compliqué. Si votre stratégie, c'est Google, ça va être compliqué d'être visible, on ne va pas se mentir. Quoi. Or, aujourd'hui, toutes les micro-OTA que je connais, elles ne fonctionnent pas. C'est simple. Donc, les trip and bike, les machins, etc., ça ne fonctionne pas. Ou ça va vous apporter vraiment quelque chose de très épisodique. Moi, ce que j'attends, c'est de voir le futur. Maintenant, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe avec TikTok, je suis très surpris qu'il n'y ait pas encore des OTA qui se soient créés, qui soient vraiment des digital natifs sur ces réseaux sociaux-là et qui boycottent, en fait, qui ne passent même pas par Google. Parce que aller sur Google, aujourd'hui, ça veut dire se battre avec Expedia, Airbnb et Booking.com. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais ça va être compliqué quand même. Hein. Ok. Et du coup, j'ai regardé le détail des adhérents, enfin, qui ont déjà, on va dire, qui sont déjà inscrits sur leur site. Et il y en a un qui n'est pas très loin de la maison d'hôte. Donc, je pense que je vais le contacter effectivement pour voir s'il a eu des retombées positives ou pas, quoi. Bien sûr, contactez-le parce que, encore une fois, sur ces micro-OTA, parfois, elles sont très fortes sur une région parce qu'elles ont leur réseau d'entreprises partenaires qui envoient du monde, donc on ne sait jamais. Je pars du principe, sur toutes ces choses-là, qu'il faut être ouvert d'esprit, il faut tester. La seule chose qui me chagrine beaucoup quand je parle avec des hébergeurs, c'est que souvent, il y a zéro méthodologie pour faire ces tests.
Donc, on voit un truc, on se dit, ah oui, pourquoi pas. Non, un test, ça se fait avec un objectif clair, ça se fait avec une durée dans le temps pour ce test, ça se fait en s'assurant dès le départ qu'on va pouvoir faire le suivi pour voir si oui ou non on va pouvoir mesurer si le test est efficace ou pas. Moi, le gars, il vient me dit, je vais vous faire du Google Ads, je fais très bien. Est-ce que vous mettez des UTM, des ETM, c'est-à-dire c'est les petits cookies qui permettent de faire le suivi de l'internaute pour savoir si c'est bien cet internaute-là qui a réservé. Et si le mec il me dit non, ça veut dire qu'il ne sait rien suivre du tout. Donc, bah, c'est comme jeter de l'argent par les fenêtres parce qu'on ne sait pas où il va. Donc, il y a une certaine méthodologie quand même à respecter quand on fait ces choses-là. On est tous des chefs d'entreprise, on n'aime pas mettre de l'argent par les fenêtres. Donc, quand vous investissez de l'argent quelque part, assurez-vous que vous allez être capable de pouvoir suivre cet argent. Moi, si je mets 30 euros, 300 euros, 3000 euros quelque part, je veux m'assurer qu'il y ait un retour sur investissement positif et je ne veux pas que ce retour sur investissement il se fasse sur 10 ans. Donc, nous, on a une saison pour avoir un retour sur investissement positif. Donc, si j'investis au printemps, moi, l'hiver d'après, je vérifie, je fais mes comptes. Est-ce que j'ai eu un retour d'investissement positif? Et la conclusion, c'est oui. Si oui, est-ce que c'est suffisamment intéressant pour que je refasse l'année prochaine et que je mette plus d'argent pour faire grandir ce canal d'acquisition? Et si c'est moyen, bon, probablement que je ne vais pas le faire. Et si c'est non, très bien, ça va sur ma liste des trucs que je ne recommencerai pas. Et puis basta. Clair pour tout le monde? Parfait. Est-ce qu'il reste allez, une question avant qu'on se quitte? Quelqu'un qui n'a pas eu réponse à quelque chose qui brûle en ce moment chez vous? Non, tout est bon? Super. Eh ben, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Je vous enverrai le replay et puis à la semaine prochaine pour ceux qui en auront envie ou besoin. Et puis bon courage à vous tous. Merci à Merci vous. beaucoup, Marc-Antoine. Merci, au revoir. Merci, merci.